La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à la loi travail qui a été défendue par la ministre du Travail tout à l'heure à l'Assemblée nationale, Myriam El Khomri. Une loi qui promet des débats houleux qui ont déjà commencé à l'Assemblée nationale. Il faut dire qu'il y a 5000 amendements qui ont été déposés, ce qui est tout à fait incroyable. Cette loi, normalement, devrait être votée le 17 mai, sauf si les débats se poursuivent. Le calendrier sera évidemment repoussé. Je vous propose d'écouter le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, qui nous dit ce qu'il pense de cette loi travail. Il faut dire qu'elle a été retoquée depuis sa présentation. J'attends vraiment des députés qu'ils reviennent à l'esprit initial de la loi. La version 1, c'est la création d'emplois. Notre pays souffre aujourd'hui d'un chômage endémique à 10%, 25%, 25% chez les jeunes. Il faut créer de l'emploi. Comme la peur des patrons d'embaucher, c'est une peur latente. Tous les patrons en France, qu'ils soient artisans, petits commerçants, grands patrons, investisseurs, ont peur d'embaucher. Il faut aussi baisser la peur de salarié d'être licencié. Comment fait-on ? Il faut absolument déverrouiller ce marché du travail. Benjamin Goria, vous êtes contre cette loi travail, mais Pierre Gattaz, il dit une chose, il dit le chômage des jeunes aujourd'hui c'est 25%, au niveau européen c'est 19%, donc la France elle explose le plafond, et il dit aujourd'hui il y a une peur des patrons, que ce sont les patrons qui embauchent, sauf dans le cas des fonctionnaires où c'est l'État. Alors comment justement rassurer ces patrons ? Vous êtes contre cette loi, mais comment les rassurer ? Quel est l'autre moyen ? Écoutez, c'est ceux qui embauchent, c'est aussi ceux qui débauchent. Et qui ne débauchent pas nécessairement dans les meilleures conditions. Regardez aujourd'hui ce que sont les profits du CAC 40. 53 profits du CAC 40. 53 milliards d'euros. 40 milliards distribués sous forme de dividendes. 15 millions... Mais quel est le rapport ? Quel est le rapport ? Le rapport, il est que la politique qui a consisté à transférer de l'argent aux entreprises de manière unilatérale, en les prenant sur la sécurité sociale, en les prenant sur les collectivités locales, les fameux 41 milliards, elle a réussi cette politique. Elle a restauré les marges, elle a restauré les profits. Et pour autant, les patrons n'ont pas investi. Bien. Ça, attends, si tu permets, ça c'est un premier point. Non, mais à partir du moment où ce qui aurait dû créer les préconditions de l'investissement n'a pas fonctionné, il faut faire autrement. Je voudrais juste rajouter une chose. Quels sont les grands succès de la compétitivité française de ces derniers mois ? C'est le Rafale, d'un côté, c'est les paquebots, de l'autre, et c'est, troisièmement, ce contrat mirifique pour des sous-marins. Ça a quelque chose à voir avec le coût du travail, ça ? Absolument rien. C'est des produits high-tech extrêmement chers, extrêmement coûteux, etc. C'est ça que sait faire la France. C'est ça l'avenir de la France. L'avenir de la France, c'est d'être capable de reconstruire des filières industrielles high-tech qui iront des grandes entreprises aux toutes petites. Et ça va créer de l'emploi. Mais quel est tu permets ? Je pense que je suis vraiment en train de dire quelque chose. Il y a une désindustrialisation massive de la France sur tout ce qui concerne le bas de gamme, le moyen de gamme, etc. Et on est en train de redémontrer à la surprise générale l'extraordinaire capacité technologique de la France dans un certain nombre de filières de pointe. C'est ça qu'on sait faire. Bon. Et au lieu de s'acharner à abaisser le SMIC, à abaisser les heures supplémentaires, etc. Si on utilisait les ressources, la disponibilité, l'énergie nécessaire pour appuyer, reconstruire ces belles filières françaises de technologie, mais personne... Tout le monde irait mieux. Olivier Pastré, si c'est contradictoire. Olivier Pastré. Personne n'a dit le contraire. J'ai pas dit que ce que vous disiez n'était pas adapté. Mais c'est pas la loi Khomri qu'il faut à ce moment-là. Je dis simplement, c'est un autre sujet. Aujourd'hui, en France, c'est pas un jugement de valeur, c'est pas mes sentiments. La création d'emplois, elle se fait dans les PME, les TPE. Voilà, point. Il y a très très peu de création d'emplois nets dans les grandes entreprises. Donc le débat sur le CAC 40, franchement... Allez, Olivier Pastré termine. Il dit, il dit le débat sur le CAC 40, c'est pas ça le débat. Il dit c'est les PME. Non. C'est les petites et moyennes entreprises, c'est ça. C'est pas le CAC 40. Non. Qui redistribue... Peu importe. Bon, allez, Olivier Pastré. Allez, Olivier Pastré, il termine. Le principe, c'est le dialogue. Pour le dialogue, il faut être deux. Et donc, le problème, c'est comment est-ce qu'on redonne confiance aux patrons de PME pour créer des emplois. Contrairement à Alain Juppé, je plaisante, j'ai pas de solution miracle parce que je pense qu'il n'y en a pas. Alain Juppé n'a pas de solution miracle. Il a des vraies propositions qu'il présente dans les jours. C'était juste pour Benjamin Goria, on est en campagne. Je pense que personne n'a de solution miracle. Je pense que l'intérêt de cette loi, avec tous les côtés
peu séduisant et objectivement, là on est tous les quatre d'accord, horriblement mal vendu par le gouvernement. Ça c'est un fait objectif. Mais c'est une série de rouages qui pourraient fonctionner un peu mieux. Sur le CPA que j'ai défendu tout à l'heure, la solution actuelle n'est pas forcément la meilleure. Sur l'apprentissage, il y a des choses à faire. Sur la formation professionnelle, il y a des choses à faire. Là-dessus, on se met à 3 et on fait une liste. Mais sur les 30 chantiers qu'il faudrait avancer pour donner aux patrons de PME l'envie de créer des emplois, il y en a une dizaine sur lesquels on avance un petit peu. Voilà. C'est pas très glorieux, mais c'est une avancée. Oui, Fabienne Keller. Peut-être en rebond, une loi qui serait mal vendue. Je crois que c'est pire que ça. C'est une loi qui a recréé des divisions profondes, patronat, salarié par exemple, presque d'un autre âge, avec de la violence dans nos villes, avec de la destruction, avec des barrières qui ont été dépassées. C'est périphérique. Avec, si vous étiez je nantais... Je ne pense pas que ce soit les jeunes qui cherchent un emploi qui ont provoqué Mais des pas du tout. D'accord. C'est sûrement pas eux, parce qu'ils cherchent Donc il y a des casseurs, il y en avait hier, il y en a... a aujourd'hui, il y en aura demain. Voilà. Attendez, le pays est Il n'y a pas un mouvement révolutionnaire quand même là aujourd'hui dans Écoutez, la quand dans vous la êtes rue, dans nos grandes villes, je dois dire que la forme des manifestations contre la loi El Khomri sont énergiques. Il y a eu des débordements graves à Nantes. Bien sûr, écoutez. Ça s'appelle des débordements. Cette loi et son Allez, Fabienne marketing médiocre ont quand même créé une situation de tension qui a libéré des personnes qui ont des actes, qui produisent des actes tout à fait inadmissibles. Maintenant, sur le fond, ce ne sont pas les entreprises du CAC 40 qui sont les plus créatrices. Attendez, si vous êtes révolté sur le fait, Benjamin Corrière, que ces entreprises versaient des dividendes à leurs actionnaires astronomiques. Mais c'est pas le débat. C'est pas le débat. Mais c'est pas le débat, Benjamin Corrière. Si je peux me permettre, monsieur, allez, Fabienne Keller. Vous êtes seul à savoir ce qu'il faut. Non. Et vous caricaturez avec quelques entreprises du CAC 40 et vous laissez la masse des jeunes talentueux, que vous avez évoqué aussi, dans les difficultés aujourd'hui, à construire un parcours professionnel, un premier job, une entreprise, dans une France qui serait accueillante pour l'initiative ou des entreprises qui seraient bienveillantes, qui les accueillent et leur permet de développer leur savoir-faire. Parce que ça nous manque aussi, cette créativité, ce tonus, cette énergie, mais qui évidemment a besoin d'être accompagnée. Donc ce sont les petites entreprises qui sont massivement créatrices. C'est elles qui nous parlent sans cesse des seuils de 10 et 50, avec les formalités administratives qui vont avec. C'est elles qui nous parlent des charges patronales et salariales élevées, en tout cas beaucoup plus élevées que leurs voisins. Moi qui suis à Strasbourg, à la frontière allemande, c'est quand même étonnant. Il y a aussi la question du droit du travail, parce que dans pas mal de jobs, les Allemands sont mieux payés que les Français. Mais les charges sont plus basses, et surtout le droit du travail... Et dans beaucoup de jobs moins bien payés. Le droit du travail, dans des jobs vraiment d'exécution. Mais le droit du travail est différent, et surtout la relation entre les acteurs que sont les acteurs publics, l'entreprise et le salarié sont tout à fait différentes. Il y a un consensus autour de l'importance de l'emploi. Et syndicats. Il faut que nous rentrions dans cet autre paradigme, cette relation équilibrée. Non, le patron n'est pas méchant et il n'est pas heureux quand il se sépare de son salarié. L'employé n'est pas parfait et il peut comprendre qu'on ait certaines exigences à son égard, mais en contrepartie d'engagement aussi. Donc c'est un autre équilibre pour être dans une France à nouveau créatrice d'emplois. Oui, l'industrie a largement quitté notre pays et c'est dramatique. Occupons-nous de l'industrie d'aujourd'hui. Moi, je me bats pour que le site d'Alstom à Reichshofen ne ferme pas ses portes parce que l'État ne passe pas commande sur des lignes de train dont il a la charge, qui sont ces fameuses lignes intercités et trains de nuit. On les repousse sur des motifs juridiques et on risque de planter ce fleuron de l'industrie. Je vous donne la parole, Benjamin Corrière, mais je voudrais donner la parole à l'acte aussi à Philippe et Cordery. cette loi ne répond pas à l'ensemble des enjeux. C'est quelques petites réponses techniques, c'est vrai, positives, et d'autres qui sont des chiffons rouges. À nouveau, la taxation des CDD, Je vais revenir. Mais ça, c'est une proposition. La surtaxer les CDD, pour l'instant, c'est une proposition et c'est pas inscrit dans la loi El Khomri. Allez, Philippe Cordery, député des Français de l'étranger, député socialiste en direct de l'Assemblée nationale. Merci d'être avec nous. En l'état, est-ce que vous voteriez cette loi, Philippe Cordery ?
Oui, absolument. Je crois que le débat parlementaire va encore permettre de faire évoluer un petit peu la loi, mais déjà, la loi a beaucoup évolué suite aux négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux, ensuite entre les discussions entre le gouvernement et le Parlement. La Commission a permis d'adopter un bon nombre d'amendements et aujourd'hui, on s'approche d'une loi équilibrée. Je pense que personne ne conteste aujourd'hui le fait qu'il fasse réformer le marché du travail. On a une situation de chômage qui est toujours très très haute depuis les années 80. On a une précarisation aussi du travail aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier 90% aujourd'hui des contrats sont signés en CDD. On a un monde du travail qui évolue. Aujourd'hui, il faut réformer. Alors après, il y a deux options. Il y a ce qu'ont fait les Britanniques ou les Espagnols, ce qui est de flexibiliser à outrance, ou ce que nous on veut faire, ce qu'ont fait les Danois ou ce qu'ont fait les Italiens, c'est-à-dire d'avoir un marché du travail qui soit équilibré, d'avoir une flexi-sécurité. Et on permet à la fois dans cette loi aux petites et aux moyennes entreprises d'avoir plus de souplesse, mais en même temps on garantit un certain nombre de droits. Et je trouve qu'on ne parle pas assez de la grande avancée de cette loi qui est le compte personnel d'activité, qui est un compte qui va suivre le salarié tout au long de sa carrière et lui permettre, dans des moments de coup dur, dans des moments de licenciement, de pouvoir se former et de pouvoir plus facilement après retrouver un travail derrière. Je crois que l'époque où on avait un emploi de 16 à 60 ans est révolue maintenant. Aujourd'hui, on aura plus d'emplois dans la carrière. Et donc, ce qui est important, c'est la reconversion, c'est la formation. Et donc, le compte personnel d'activité est extrêmement important. Philippe Cordery, quand même un mot sur l'aspect quand même politique. Aujourd'hui, vous montrez une quarantaine de voix, la gauche de la gauche. Ces fameux frondeurs sont de retour. Ils n'en veulent pas de ce texte. Si vous n'arrivez pas à les convaincre, est-ce que vous allez utiliser le 49.3 comme vous l'avez fait pour la loi Macron ? Écoutez, pour l'instant, on n'en est pas là. On a encore toute la semaine prochaine pour convaincre dans le débat parlementaire. Mais ce que je voudrais dire à tous les gens de gauche qui, aujourd'hui, ne veulent pas voter la loi, c'est regarder de près ce qu'il y a comme avancée dans les protections du salarié. Le compte personnel d'activité, le droit à la déconnexion, des droits au congé qui sont renforcés. Il y a beaucoup d'avancées qui ne seraient pas là pour les salariés si la loi ne passait pas. Donc on a encore une semaine pour travailler avec effectivement les gens de notre parti, mais aussi les gens du front de gauche ou certains écologistes pour les convaincre que c'est une bonne loi pour les salariés et pour la jeunesse, notamment la garantie jeunesse qui est dans cette loi et qui sera généralisée pour tous les jeunes. Merci beaucoup. Merci Philippe Cordery en direct de l'Assemblée nationale. Benjamin Corriat, je vous voyais relever les sourcils quand Philippe Cordery parlait. Vous n'étiez pas convaincu. Et pourtant, partout en Europe aujourd'hui, on fait une réforme du marché du travail. Je pense à l'Italie, je pense à l'Allemagne. Oui. C'est vrai que la Grande-Bretagne aussi a beaucoup de mobilité. C'est-à-dire que les jeunes en Grande-Bretagne, quand on y va et qu'on connaît des jeunes qui sont installés là-bas, ils ont un boulot pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis ils peuvent être licenciés, mais ils retrouvent un boulot 2 mois, 3 mois après. Et c'est vrai que beaucoup de Français s'expatrient, 300 000 s'installent là-bas. Il y a beaucoup d'Anglais qui viennent en France. Non. Je vais vous répondre. Mais d'abord, je veux dissiper un malentendu. Quand on dit le 440 est hors sol, il n'a rien à voir avec l'économie française, c'est pas là que ça se passe, on dit absolument n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que le CAC 40 a absorbé tout ce qu'il y avait de vivant en matière de PME capables, possédant de la technologie, possédant des marchés, etc. Donc, c'est la fine fleur de l'économie française. Ça, c'est un premier point. Et ils ont une grosse responsabilité. Et ils ne la remplissent pas. Je m'insurge contre la manière de disculper le CAC 40. Premier point. Deuxième point. Une très grande partie... Personne n'a fait ça. On a dit que c'est pas eux qui créent de l'emploi. C'est bien ça le problème. Laissez-moi finir. Nous sommes d'accord. Oui. Personne n'a dit ce que vous venez d'affirmer autour de ce plateau. Ils aspirent la valeur et ils n'en font rien, sinon la distribuer à leurs actionnaires. Parce que ça, c'est mon second point. Ce que les Français ne savent pas, c'est qu'une très grande partie de ces petites et moyennes entreprises qui sont à la peine, et ça, j'ai aucune difficulté à le voir, parce que j'en rencontre des tas de chefs d'entreprise, vivent sous le joug des entreprises du CAC 40, qui leur imposent des marges absolument ridicules, qui les payent une fois tous les 36, etc. Mais vous ne pouvez pas dire une chose... Alors, déjà, on parle d'un autre sujet, non, et en plus, vous dites une chose... Vous dites une chose et son inverse. Vous ne pouvez pas dire que je voudrais pouvoir finir ma phrase. Laissez-moi juste finir ma parenthèse. Juste pour vous reprendre là-dessus. Non, vous pouvez pas dire. Non, ça, je suis tout à fait désolé. D'accord, allez-y, terminez, Benjamin Corriat. Je veux absolument dire... Ne vous énervez pas. Ne vous énervez
non, parce que là, je trouve que c'est très équilibré. Allez, on y va, on laisse parler Benjamin Correa, on laisse terminer. Il n'y a pas moyen de finir mon argument. Allez, on va laisser Donc terminer. mon argument consiste à dire que une grande partie des PME qui vont si mal et sur lesquelles tout le monde s'apitoie, c'est le fait du CAC 40 et qui sont leurs donneurs d'ordre. Et je voudrais rappeler qu'au moment du pacte de compétitivité, c'est-à-dire au moment où il y a eu cette remise sur le coût du travail, les entreprises du CAC ont demandé des baisses de coûts de leurs sous-traitants en disant c'est pour nous, c'est pas pour vous. Et il a fallu que le médiateur intervienne pour rétablir que les petites et moyennes entreprises puissent conserver des marges. Donc, si vous voulez, cessez de dire que les entreprises du CAC n'ont rien à voir avec la situation actuelle. Elles ont beaucoup à voir. Olivier Pastré. Ça, c'est un point qui... Allez, Olivier Pastré. On peut aussi parler du salaire du salaire de Carlos Ghosn. On peut parler de tout. On peut parler de tout. On peut parler. Maintenant, vous me laissez parler. Allez, Olivier Pastré. Maintenant, c'est à son tour, Benjamin Correa. Vous me laissez parler. Oui, sinon, allez, ça, franchement. Bon, on peut parler tout au-dessus. Là, c'est pas. On parle de la loi de travail. Ça ne vous a pas échappé. Bon, je ne parle donc pas de ça. les boîtes du CAC 40, vous les avez louées tout à l'heure en disant c'est grâce à elles qu'on exporte. Absolument et maintenant, pas. Attendez, J'ai loué des filières technologiques. J'ai pas loué des entreprises du CAC. Mais l'aéronautique, l'aéronautique, faite uniquement de PME, je le Oui. sens comme ça moyennement. Mais bon attends, Alors renseignez-vous sur le nombre d'entreprises qui interviennent dans la fabrication d'un avion, vous verrez. Merci, je la connais aussi bien. Donc ben, là-dessus, il le semble sujet n'est pas là. Allez, on avance. Ça vous ennuie qu'on revienne à la loi travail ? Moi, je ne suis que ça, inlassablement, j'essaie de dire, on a avancé, le débat parlementaire n'est pas fini, il va y avoir encore des modifications. Il y a un truc sur lequel, là aussi, peut-être, on peut se mettre d'accord. On s'est mis d'accord sur le fait que la communication était nulle. On peut peut-être se mettre d'accord sur le fait que la taxation des CDD est une débilité. C'est une débilité qui est un petit coup à gauche pour faire plaisir. Sur le fond, ça, à mon avis, c'est pas créateur. Non, mais on est d'accord, pour une fois. Donc, quand même, franchement. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je vais vous dire pourquoi. Après, pour le reste, il y a une dizaine d'avancées, toutes modestes. Encore une fois, c'est parce que la démocratie nécessite de tenir compte de l'avis de M. Gattaz et de l'avis de la CGT, qui a le droit d'exprimer son avis, qui sont assez largement irresponsables et l'un et l'autre. Franchement... il faut le dire, la CFDT est le seul partenaire social avec lequel on peut essayer de faire des avancées. Reconnaissons ça, c'est pas glorieux, c'est pas ça qui va faire que François Hollande sera réélu, c'est pas ça qui va faire que les jeunes sortiront de leur désespérance. Mais au moins on a avancé, et encore une fois, il y a un volet jeune qui est important. Or, pour moi, c'est le seul, en tant qu'économiste et en tant que citoyen et en tant que père accessoirement, c'est le seul sujet qui m'intéresse. C'est que les jeunes aient un peu plus d'espoir et trouvent un peu plus de boulot. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des Français qui allaient en Angleterre. Je peux vous dire qu'il y a aussi des Anglais qui viennent en France, parce que la France est quand même, malgré toutes les critiques qu'on fait, relativement attractive. Oui, mais c'est très déséquilibré. Et les jeunes qui reviennent régulièrement parce qu'ils aiment la France et qui témoignent dans nos universités, dans les rencontres de jeunes professionnels, expliquent combien ils sont accueillis, qu'ils trouvent facilement dans un marché fluide et qui leur fait confiance, où on leur donne des responsabilités. Je pense qu'il faut changer notre regard sur les jeunes, et l'idée simplement d'un dispositif d'aide aux jeunes, je trouve que ça n'est pas les mettre à leur juste place. Ils sont contributeurs, ils sont créatifs, ils ont de l'énergie, il faut les accompagner, il faut leur expliquer. Mais ça fait des années qu'on dit ça, Fabienne Keller. Nicolas Sarkozy disait exactement la même chose. Moi, c'est ce que je vis dans les entreprises. C'est ce que vous dites aujourd'hui. C'est ce que je vis dans les entreprises allemandes. En campagne électorale, là, on repart en campagne électorale et tout le monde va mettre encore l'accent sur les jeunes. C'est l'avenir, c'est la force de la France, etc. Venez avec qu'est-ce moi, qui est fait au final ? visitons les entreprises allemandes où l'accueil de la jeunesse dans leur entreprise est culturel. C'est pour ça qu'ils développent énormément l'accompagnement par alternance ou apprentissage. Ils le font au premier niveau de formation, puis ils le font à un niveau graduate, un niveau d'études complémentaires. On peut devenir ingénieur par alternance. C'est une mission naturelle de l'entreprise. Et cette forme d'entrer dans l'entreprise est bienvenue dans les familles. Donc c'est très différent. Cessons de vouloir aider les jeunes. Il faut juste leur donner leur place légitime dans la société. Est-ce que Philippe Cordery est encore avec nous ? Est-ce que Philippe Cordery est encore avec nous ? Non. Volontiers répondu sur le CAC 40. Vous avez, si je peux me permettre, partiellement raison. Ces entreprises, par exemple,
payent une fiscalité incroyablement basse parce qu'ils optimisent. Et ils ont des filiales dans d'autres pays, au mieux européens, parfois beaucoup plus loin dans le monde, qui leur permettent, par les prix de transfert, de réduire leur fiscalité réelle. Ce n'est pas le cas de l'artisan ou de la petite boîte qui a toute son activité en France. Donc réfléchissons comment épauler cette entreprise, en particulier pour le résultat qu'elle réinvestit, ce qui permettra à son tour de redévelopper de l'emploi. Il faut qu'on entre dans ces cercles vertueux, et moi je pense sur la base d'un consensus, parce que de droite et de gauche, on fait la même analyse. Il faut construire un projet pour l'emploi qui soit beaucoup plus consensuel que cette loi qui aujourd'hui clive jusqu'à la violence. Il faut que ça fasse l'objet d'une volonté partagée et que les acteurs en soient convaincus. Allez. C'est ce qui leur fera créer de l'emploi. C'est la fin de ce débat. Merci à vous d'y avoir participé. Merci beaucoup à Alexis Bachelet qui était avec nous en première partie de débat et à Philippe Cordery, tous les deux députés socialistes. Merci à tous les trois. On accueille tout de suite Anthony Saint-Léger. Tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ce mardi, un œil sur les médias, c'est tout de suite. En France, non, Olivier Pastret, vous pouvez rester avec nous. Bonsoir, Anthony Saint-Léger. Bonsoir, Vanessa, bonsoir à tous. On va continuer à parler de ce projet de loi El Khomri qui est désormais aux mains des députés. Oui, le vote est prévu que le 17, mais d'ici là, le débat risque d'être long et houleux, plus de 5000 amendements. Alors la ministre du Travail a défendu ce matin, cet après-midi plutôt, à l'Assemblée nationale. Elle évoque en dialogue social une nouvelle ère. Ce n'était pas vraiment le sentiment de Jean-Claude Mailly, par exemple, on s'en doute, ce matin, qui lui parlait plutôt de régression sociale. Alors on sait, à gauche, l'union n'est pas vraiment là concernant le projet de loi El Khomri. Pierre Laurent tweetait cette photo de rassemblement ce matin, ou encore Alexis Corbière du Front de gauche, donc Pierre Laurent pour le Parti communiste, Alexis Corbière pour le Front de gauche, avec un seul mot d'ordre, retrait de la loi El Khomri. Alexis Corbière et le Front de gauche qui estiment que le gouvernement se perd dans ses valeurs. C'est également aussi le sentiment de Gérard Filoche, qui est membre du bureau national du Parti socialiste et qui disait ce matin que Hollande casse ce qu'ont fait Blum, Mitterrand et Jospin. Alors la comparaison n'est pas forcément anodine, puisqu'on est le 3 mai et il y a 80 ans, jour pour jour, le Front populaire remportait les législatives. Et à cette époque, oui, la gauche était unie, socialistes, radicaux et communistes remportaient les législatives. Et un mois après, on le sait, Léon Blum devenait Premier ministre français. À l'occasion de cet anniversaire, François Hollande s'est exprimé lors d'un colloque intitulé « La gauche et le pouvoir ». Oui, le chef de l'État a tenu à rappeler à ceux qui en doutaient qu'il était bien de gauche. Et ça en a fait rire plus d'un sur Internet. C'est notamment le cas de ce journaliste qui nous dit « Rebondissement dans le quinquennat, Hollande révèle qu'il est de gauche et socialiste ». Rémi Cougnin qui nous dit « Merci de ne pas confondre la gauche et ce gouvernement PS. D'avance, merci ». Autre réaction de cet internaute qui nous dit « Mais c'est pas arrivé depuis les années 90, non, la gauche et le pouvoir ». Ou encore cet autre internaute qui estime que Hollande a passé une sorte d'oral. Quand tu passes un oral et que pas de bol, tu tombes sur les deux sujets que tu maîtrises le moins, à savoir la gauche et le pouvoir. Vous voyez, les internautes ne sont pas allés de main morte. Et pourtant, le chef de l'État a tenu à enfoncer le clou à la fin de son discours, puisqu'il a fait part de son héritage politique en citant Jean Jaurès avec cette phrase « Avancer sans savoir quelle récompense nous sera réservée ». Et puis cette autre phrase, toujours de Jean Jaurès, « La récompense ne sera pas dans l'histoire, elle sera dans l'avenir ». Ça sonne quand même comme une sorte d'annonce à la candidature à la présidentielle. C'est en tout cas comme ça que l'ont vu beaucoup d'éditorialistes et beaucoup d'internautes. C'est le cas notamment de Charlotte Chinfangeon du Point qui y voit, elle, l'acte 2 du mois candidat. Il faut dire que dans ce discours, il y avait tous les ingrédients d'un discours de campagne. On a parlé d'école, d'Europe, on a attaqué les adversaires et puis on a aussi parlé d'impôts. François Hollande qui a promis une baisse des impôts pour 2017 avec deux conditions. Cela concernera les plus modestes. Et puis aussi, la deuxième condition que j'ai oubliée, ce sera, si l'État, évidemment, et elle n'est pas des moindres, si l'État en a les moyens. Alors là aussi, les internautes ont réagi et ça les a fait beaucoup rire. Cet internaute qui nous dit « Hollande ne tient pas les promesses faites sans condition. Alors promettre une baisse, si. » Voilà, autre réaction, celle de Jade qui nous dit « Si les marges sont disponibles, la promesse est donc sans risque ». Ou encore cet autre internaute qui nous dit « Hollande promet, rien que ça, c'est drôle ». Et enfin, certains se sont dit que de toute façon, François Hollande avait une fois plus endossé le costume de magicien. C'est le cas de ce site satirique Delirious.
À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, un journal allemand se met au turc. Oui, la Tageszeitung a décidé de publier 16 pages en allemand, mais 16 pages en turc également. Et l'objectif, c'était de dénoncer la censure au sein du gouvernement turc contre les médias notamment. Alors, il y a plusieurs articles qui parlent librement de ce thème avec cette question, notamment que cache vraiment le gouvernement. Alors, il faut le rappeler que c'est dans un contexte où, on le sait, l'Allemagne, par exemple, s'était plutôt montrée discrète il y a quelques semaines concernant un satiriste allemand qui avait fait un poème qu'on s'est jugé insultant envers Erdogan.